Bonjour à tous. Après la maîtrise de l'eau, la maîtrise de la terre, j'ai demandé à Toph Beifong, héroïne de la série Avatar, de se joindre à moi pour vous présenter un nouveau tuto sur comment devenir un maître de la terre, comment faire voler des rochers, comment les déplacer. On commence tout de suite par un node tree de Geometry Node. Donc, première façon de faire, de devenir un maître de la terre avec un petit node tree pour faire léviter les pierres et les faire tourner sur elles-mêmes. Ça va être quelque chose d'assez simple. Si vous avez fait le tuto sur le maître de l'eau, eh bien, vous allez voir que c'est beaucoup moins compliqué. Donc, pour nous faire léviter des rochers, il nous faut des rochers. Ça me paraît, ça me paraît assez évident, donc j'en ai préparé déjà 4. Vous pouvez bien entendu les modéliser d'une manière ou d'une autre, mais il y a aussi dans Blender un add-on, donc il suffit de l'activer, donc vous activez l'extra mesh dans Blender, je ne vous le montre pas, maintenant vous savez, et vous faites Add Mesh et vous allez dans Rock Generator. Donc c'est un add-on qui permet de créer des rochers. Donc là on a des rochers de type rivière, c'est-à-dire relativement polis, des astéroïdes, des rochers polis par le sable, même de la glace. Enfin bon, je vous laisse explorer bien entendu. Nous on va prendre un river rock, c'est-à-dire ces rochers un peu polis, pour qu'ils soient en adéquation avec les 4 autres. On va jouer sur les différentes formes. Donc là je peux déformer, je peux jouer sur la rugosité. Par exemple, cette forme, elle est pas mal. On va valider. Ensuite, je vais ici. Alors, elle apparaît. C'est Rock 08. Alors, je vais la renommer en Rock 05 pour qu'il y ait une continuité. Vous allez voir pourquoi. Et puis surtout, je voudrais lui mettre la même texture. Alors, vous savez comment on fait. On sélectionne le rocher, on en sélectionne un autre qui a la texture, on fait CTRL-L et on fait Link Matériaux. Et on voit que j'ai récupéré un matériau, mais que la teinte est un peu différente, elle est un peu plus foncée. Pourquoi? Parce que j'utilise en fait une petite astuce au niveau du shader. C'est le même shader pour tous les rochers. Donc en fait un texture coordonnate de type objet, une image diffuse, une image normal map. La petite astuce, c'est qu'elles sont ici en type box au niveau du mapping, ce qui fait que je n'ai pas besoin de faire du V. Ça va englober mon objet et on ne voit pas de ce qu'on appelle le sim de couture, parce qu'on peut jouer sur le blend qui est ici. Voilà. Et la petite astuce, elle est là, c'est de mettre en fait un Hue Saturation Value entre le diffus et le principal, et avec un object info, brancher le random dans le value. Si bien qu'à chaque fois que je vais créer une instance de mon rocher, il va y avoir une variation de teinte sur ma texture. Ce qui fait que c'est beaucoup moins uniforme et ça m'évite de refaire des textures à chaque fois. Voilà, donc là je vois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 rochers. Évidemment, vous pouvez avoir des collections beaucoup plus importantes. Maintenant, ces rochers, eh bien, on va les cacher pour l'instant. Et on va prendre une courbe de Bézier et on va lui appliquer un Geometry Node dessus. Donc, il est où mon node? Voilà. Donc, première chose sur cette courbe, on va répartir des rochers. Donc, je fais Add et je mets un Curve to Point CTP. Et là, je vois que j'aligne mes rochers sur la curve. On va choisir ici le length, c'est-à-dire la longueur. Et ici, je vais jouer sur la répartition de mes points sur la curve. Si bien que si je dessine une autre curve, j'aurai la même répartition, quelle que soit la longueur de la curve. Donc ça, c'est pratique. Ensuite, bien entendu, il me faut une instance on point. Et sur cette instance on point, on va aller mettre ma collection de rock. Donc vous faites soit un add collection info, soit vous faites un petit drag and drop comme je viens de le faire. Et je connecte ma collection info sur l'instance. On n'oublie pas de cliquer sur Separate Children, Reset et Pick Instance, de façon à mettre une seule pierre par point.
Alors là, on voit quand même que j'ai 5 rochers, donc j'ai une sorte de répétition, une sorte de pattern. Hein, si je mets un peu plus de rochers, ça va être encore plus flagrant. Vous voyez, on voit même la forme qui apparaît. Parce qu'en fait, il se sert de l'index pour répartir les rochers sur la curve. Donc là, on va utiliser l'instance index de l'instance endpoint et on va mettre un random value de type integer puisque ce sont des nombres entiers. Et là, en fait, on va partir de 1 à 5 de façon à ce qu'il pique ici, hein, comme j'ai 0,1 à 0,5, qu'il pique dans l'ensemble. Et il suffit de changer le seed pour avoir une répartition différente des rochers. Plus j'ai de rochers, plus j'ai bien entendu de choix. Et moins la pattern se répète. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc, petite précision, là je vous fais la présentation sur une 4.1. Vous pouvez faire le même node sur une 3.5, 3.6. La seule différence, elle intervient ici, c'est-à-dire que ici, je vais maintenant passer en mode texture et je vais introduire un nouveau node qu'on n'a pas encore vu qui s'appelle le simulation zone. Si vous êtes en 3.5, il faudra simplement gérer manuellement les textures parce que quand on utilise un simulation zone, on perd les textures. Voilà, ce qui n'est pas le cas de la 4.1. Donc là, je vais connecter ma collection info dans la brique de début de simulation. Et en sortie, je vais aller dans mon instance. On voit d'ailleurs que la répartition est un petit peu différente, mais ça, c'est pas gênant. Et ce simulation zone va me permettre d'animer la rotation de mes pierres. C'est quelque chose d'assez complexe à comprendre. Là, je vais vous faire une explication simple. On y reviendra parce que c'est quelque chose d'assez pratique. On va rajouter ici un transform géométrie. Donc vous voyez que quand je le mets entre les deux, il est englobé dans cette espèce de champ. Et donc ça veut bien dire qu'il est dans la simulation. Et en fait, donc j'ai dit que je voulais faire de la rotation. Donc je vais indiquer par exemple que je veux du 2,6 degrés de rotation sur X, 3,4. Les valeurs, c'est vous qui les décidez. 5,4. Voilà. Et donc l'idée, c'est de dire que chaque instance de ma collection entre dans la simulation, fait à chaque frame une rotation sur les 3 axes avec ces informations et boucle, c'est-à-dire revient et continue tant que ma simulation fonctionne, tant que mon timeline fonctionne. Si bien que maintenant, vous voyez, si je clique, eh ben, j'ai animé en termes de rotation. Alors c'est valable pour tout, hein, extrusion, rotation, translation, scale, vous pouvez tout faire avec le simulation zone. Et là, je vois que mes pierres se mettent à tourner sur les axes que j'ai déterminés ici. Donc voilà, c'est assez pratique. Bon là, c'est une utilisation très simple du simulation zone, mais je voulais vous le montrer plutôt que de mettre un scène time avec une rotation comme je vous l'avais présenté dans d'autres tutos. Maintenant, alors pour revenir sur les textures, il suffit de mettre ici un set matériaux en sortie pour remettre la texture des rochers, ce qui n'est pas le cas pour la 4.1. On voit que mes pierres ont à peu près toutes la même taille. On va aussi mettre ici un random value de type float. C'est pas la peine de mettre un type vecteur. Donc on voit que là maintenant il me gère des tailles différentes, mais comme il démarre à 0, alors on va mettre plutôt 0.5, c'est-à-dire que c'est un minimum, et puis 1.3 par exemple, pour avoir des tailles différentes de mes rochers. Donc voilà, ça c'est fait. Vous pouvez changer bien entendu le seed à chaque fois. On va rajouter un trim curve, ça vous savez que j'aime bien. Ça permet de faire les animations, hein. Donc maintenant, je peux animer l'apparition de mes pierres dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, on y reviendra, hein, bien entendu. Et puis, je voudrais quand même, moi, alors, vous pouvez vous arrêter là et avoir la même rotation de chaque pierre
sur la curve. Mais je voudrais mettre quand même un peu d'aléatoire, c'est-à-dire que les pierres, elles vont tourner, mais chaque pierre aura une rotation différente. Alors, on va ici utiliser la rotation. On va prendre un vector mat, un vector rotate. Voilà, on va le mettre de type Euler. Et on va aller chercher, pour caler notre rotation, on va aller chercher la tangente du curve to point et on va le mettre dans vector. Donc ça sera calé sur la tangente. Vous pouvez aussi, c'est une option, ça ne change pas grand chose, mais ça fonctionne aussi, brancher la normale dans le centre de rotation. Et dans la rotation, eh bien, on fait un Shift D, on va mettre un random value de type vector, 0, et là, on va mettre tau, TAU, qui est un double pi. Si bien que maintenant, j'ai une rotation aléatoire de mes rochers à partir de mon simulation zone. Voilà, on y est. Pour moi, alors j'ai pas jugé utile de faire bouger les pierres parce qu'elles apparaîtraient au début de la curve et elles disparaîtraient à la fin de la curve. Non, l'idée là, c'est de doter TOF d'un ruban de rochers qui viendrait du sol et qui serait prêt soit à servir de bouclier, soit à être projeté sur un ennemi. Voilà, bon, vous avez compris aussi que vous pouvez faire maintenant voler n'importe quel objet, ça peut être des étoiles, des livres, des petits cœurs, vous savez faire. Il suffit d'éditer la curve, de se mettre en vue de face, alors ça je vous le montre à chaque fois, vous effacez tout, vous prenez l'outil Draw qui est ici, et vous redessinez une nouvelle curve, et c'est interactif, vous avez vos rochers qui volent. Il suffit simplement, là puisque j'ai fait une boucle, c'est de sélectionner cette boucle-là, et de la déplacer légèrement, voilà. On peut aussi sélectionner ce point-là. Voilà, donc vous voyez que ça fait une boucle de rochers aléatoires avec la trim curve. Donc là, on peut bien entendu brancher les trim curves sur le groupe input. On peut brancher la répartition des pierres sur le groupe input. Ça va faire plaisir à CG Groovy qui, au passage, a fait un très beau rendu du maître de l'eau, donc bravo, il va devenir aussi un maître de la terre bientôt. Et donc maintenant je retrouve dans mon menu ici, eh bien je peux démarrer l'animation de ma curve dans un sens ou dans l'autre. Donc on voit que ça marche plutôt bien. Je peux répartir le nombre de rochers, en mettre beaucoup ou peu, à volonté. Et je peux surtout... Alors, pour faire la mise à jour, quand on a un simulation node, il faut aller au début. Ça ne se met pas à jour de manière interactive. Et donc là, j'ai pris une collection, là, il y a 84 rochers différents. Donc, je vous ai expliqué, eh bien, on fait 1 à 84 dans le random value de l'index, si bien qu'il va les piocher de manière aléatoire, mais différent. Alors ça, c'est les rochers avec une texture plus légère. J'ai trouvé ça sur BlendSwap. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Et voilà, j'ai des rochers qui tournent. Alors après, il suffit simplement que vous changiez le style, si c'est un style cartoon ou si c'est un style plus réaliste. Voilà, ça c'est le premier tuto sur comment faire voler les rochers sur une curve. On passe au suivant. Bon, c'est pas parce qu'on a Geometry Node pour animer des rochers d'une manière ou d'une autre qu'on ne peut pas aussi utiliser des méthodes dites traditionnelles. Il y a des façons de faire des choses assez simples, notamment faire sortir des rochers de terre en utilisant des fonctions, somme toute, relativement simples de Blender. Là, je vais utiliser un rocher qui vient du jeu Fortnite, c'est ce qu'on appelle un props, un accessoire. C'est le moment de vous dire que cette vidéo n'a rien à voir avec Epic Games et le jeu Fortnite, que c'est du pur fan art et que donc si j'utilise le skin et les accessoires
de Toph Beifong et notamment des pierres, c'est que je trouve ça très sympa et ça me permet d'illustrer les différentes fonctions de Blender. Donc là, je vous propose de faire sortir en fait cet élément de terre et de l'animer de façon assez rapide, de façon à ce que Toph, quand elle en a besoin, elle met un coup de pied par terre et puis le mur se dresse. Alors comment on fait ça? C'est très simple. On va sélectionner l'objet, on vérifie qu'on est au scale 1 et rotation 0, c'est toujours plus facile. On va se mettre sur la frame 1. Là, je suis dans la 4 points, donc je me mets ici dans le scale et je mets 0. Donc, c'est-à-dire je mets le scale à 0 et je vais faire K active key set. Sinon, vous faites I et vous rentrez le scale. Donc là, en fait, à la frame 1, je suis à 0. À la frame, on va dire 20, je reviens à l'échelle 1 et j'active à nouveau avec la touche K, là, parce que je suis en 4 points, mais si vous êtes sur une autre version, il faut utiliser la touche I, active key set. Et donc là, en fait, de 0 à 20 frames, je passe de 0 à l'échelle 1. Voilà, j'ai déjà animé mon mur. Si j'actionne mon animation, voilà mon mur qui apparaît. Alors, ce qu'on peut faire de plus, c'est sélectionner avec la touche A, si ce n'est pas fait, les 2 points, faire T, et déjà vérifier que c'est en linéaire, de façon à avoir une animation de type linéaire. Mais je vous recommande, notamment dans ce contexte-là, d'utiliser plutôt ce qu'on appelle un bounce, c'est-à-dire avec une notion de rebond. Et vous voyez qu'on obtient une animation plutôt sympathique. En sachant que dans le Graph Editor, on a ici le rebond qui apparaît et je peux éventuellement déplacer ce rebond pour avoir quelque chose de plus rapide ou de plus gros. Bon, là je vous laisse tester, mais vous verrez que le Graph Editor est assez puissant pour modifier ce genre d'animation. Bon, qu'est-ce que je peux faire de plus? Simplement un Shift D pour dupliquer mon objet, un petit Rotate Z, un Shift D, un petit Rotate Z, et voilà. Toph Beifong est capable d'un seul coup de pied de faire sortir de terre un mur de pierre, et on est capable, nous, dans Blender, de l'animer très facilement. Si je veux que ça soit plus rapide, je sélectionne les 3, je sélectionne ce dernier keyframe et je fais G et je réduis le temps pour avoir une élévation plus rapide. Voilà, c'est tout simple. C'est aussi comme ça qu'on peut faire apparaître un objet dans une scène 3D. Bon, je trouve que ça va un peu trop vite, donc je resélectionne les 3. Et moi, j'avais trouvé que 20, c'était pas mal. Voilà, c'était un petit complément d'animation scale 0, scale 1 sur une timeline avec un petit effet de bounce.